allons à présent nous retrouver devant l'école polytechnique. Pour ce faire, vous allez quitter le 29 bis rue Monge, remonter la rue du Cardinal Lemoine et tourner à droite une fois que vous serez devant l'école Sainte-Geneviève. Vous poursuivez sur la rue Clovis jusqu'à rencontrer sur votre droite l'entrée de la rue Descartes. Il vous suffira alors de descendre jusque sur votre droite au numéro où se trouve l'entrée de l'ancienne école polytechnique. A tout de suite. Nous voici à présent devant l'entrée de l'école polytechnique, lorsqu'elle fut située à partir de 1805 à la place du collège de Navarre, sur la montagne Sainte-Geneviève. Ampère, que nous venons de quitter, et qui habite vraiment à 2 pas, fut logé dans les locaux de l'école. Sur le frontispice au-dessus de nous sont gravés les visages de ses fondateurs, Monge, Laplace, Lagrange, Berthollet et Fourcroy. Ce sont eux qui en furent les promoteurs, et qui en furent les premiers illustres professeurs. On peut citer également Chaptal et Guiton de Morveau. De tous ces professeurs, Monge, ancien dessinateur auprès de l'abbé Nollet et mathématicien hors pair formé au contact de l'abbé Bossu, les 2 professeurs d'exception de l'école du génie de Mézières, est le plus emblématique. Ancien collaborateur de Lavoisier, inventeur de la géométrie descriptive, chacun de ses cours était applaudi par ses étudiants. On raconte même qu'il était capable de faire son cours de mathématiques en l'expliquant uniquement par de grands gestes. À partir de 1805, cette école joue un rôle important dans le monde de la chimie. C'est ici qu'officient principalement Thénard et Gay-Lussac, qui deviennent rapidement les fers de lance de la chimie française. On doit à Thénard la découverte du bore et du silicium, et la mise au point à la fois d'un bleu de cobalt qui porte son nom, le bleu de Thénard, qui devait servir pour les faïences, et un procédé de synthèse de l'eau oxygénée, mis au point en 1818. Gay-Lussac, quant à lui, est en quelque sorte le nouveau Lavoisier, polytechnicien, académicien des sciences, professeur de chimie à l'école polytechnique et professeur de physique à la faculté de Paris à partir de 1809. Il intervient également au Conservatoire des Arts et Métiers, à l'Arsenal et au conseil d'administration de Saint-Gobain. Mais en 1808, les 2 hommes qui créent la sensation dans le monde de la chimie ne sont autres que Davy et Wollaston. Davy, à Londres, grâce à une pile à 600 éléments, a réussi l'électrolyse de la potasse et de la soude, pour en extraire de nouveaux métaux, le potassium et le sodium. Dans la foulée, l'année suivante, il obtient le magnésium, le calcium et le barium. À la suite des réussites de Davy, l'empereur est aux 400 coups, alors que c'est lui qui, dès 1801, exhorte ses collègues de la première classe de l'Institut à chercher des développements et des applications à la pile que vient de présenter Volta. Il découvre que ce sont les Anglais qui viennent d'en réussir l'exploit. Ni une ni deux, l'empereur écrit au gouverneur de Polytechnique, qui débloque 20 000 livres pour la fabrication d'une pile gigantesque qui doit permettre de faire rendre gorge les Anglais. Thénard et Gay-Lussac sont chargés de sa construction. 54 mètres carrés sont occupés par un ensemble d'auges remplis d'acide sulfurique et contenant 300 plaques de cuivre d'1 kg chacune et de zinc de 3 kg chacune. Le but est de faire mieux que Davy et Wollaston, dont les piles à 600 voire à 3000 éléments en avaient fait les maîtres en la matière. La pile est remarquable, elle permet à Thénard et Gay-Lussac de refaire les expériences de Davy, mais avec de meilleurs résultats. Thénard et Gay-Lussac allaient donc réussir à tenir tête à Davy. Mais à quel prix? La pile est dangereuse. Gay-Lussac raconte sans citer de nom que l'un d'eux toucha un jour les extrémités et en fut paralysé pendant plus d'une demi-journée. Gay-Lussac avait l'habitude de ce genre de risque. Durant sa carrière, il fut blessé aux pieds, à la main et au visage. Il fut parmi les premiers chimistes à porter des lunettes de protection. On raconte qu'un jour, l'empereur venu visiter la pile aurait tenté d'en mettre les extrémités en contact avec sa bouche, chose dont on le dissuada rapidement. Pourquoi une telle idée? Parce qu'il avait vu ainsi faire Volta avec sa pile à colonne en 1801. Volta, qui possédait à la fin des années 1790 suffisamment de résultats d'expérience pour montrer que Galvani se trompait sur l'électricité animale, démontrait les effets de sa pile en mettant en contact celle-ci soit avec la langue, la gorge, les mains ou encore son globe oculaire. Et c'est donc ici, à Paris et à l'école polytechnique, que fut invité à la fin de l'année 1813 le grand Humphrey Davy, reçu en France pour ses exploits électrochimiques par toute la classe de l'Académie des sciences. Il ne manqua pas de demander où était son précieux correspondant scientifique, où était le plus grand chimiste de France, mais où était donc Ampère? Mais Ampère, à cette époque, n'est pas encore académicien. Il n'est même pas considéré comme un chimiste par ses collègues. Davy, accompagné de celui qu'il présente comme son valet et son assistant, un certain Faraday, est un peu surpris. Qu'à cela ne tienne, Ampère ira le voir à son hôtel. Et il fait de plus la bourde de donner un échantillon d'un sel aux vapeurs violacées que celui-ci va s'empresser rapidement d'analyser. Davy l'identifie comme étant bien un nouvel élément chimique, l'iode. Le soir de sa visite à l'école polytechnique, où il assiste à un cours de Gay-Lussac et voit la pile, il écrit effrontément à Londres qu'il vient de découvrir un nouvel élément. Cette bévue sera difficilement pardonnée à Ampère.
Fin décembre 1813, Davy part pour Lyon, puis continue son tour d'Europe vers l'Italie. Il en profite pour écrire un poème en hommage à la défaite de Napoléon. L'empereur, quant à lui, rentre à Paris, passe aux Tuileries. Faraday fait partie des badauds qui le voient passer. Quant à nous, c'est au 44 rue des Écoles que se poursuit notre aventure.